Chers collègues, je vous présente aujourd'hui le cas d'une anomalie cardiaque, à savoir la sténose pulmonaire, qui présente une faible incidence en période prénatale. En effet, elle représente environ 3% des cardiopathies congénitales et se manifeste sous forme d'obstruction du flux du ventricule droit vers la circulation pulmonaire, due le plus souvent à des anomalies de la valve pulmonaire elle-même. En effet, les formes sus- et sous-valvulaires sont rares, dues à un rétrécissement au-dessus de la valve ou à une hypoplasie des branches pulmonaires. Dans le cas de la forme sus-valvulaire, il s'agit d'une hypertrophie des parois ventriculaires, tandis que dans le cas de la forme sous-valvulaire, c'est le cas également. Parmi les formes valvulaires, ce qui sont les plus fréquentes, celle ayant la plus grande incidence, soit 75% des cas, est due à une fusion des feuillets valvulaires, souvent associée à une dilatation post-sténotique de degré variable de l'artère pulmonaire. Ce n'est que dans 5% des cas qu'il s'agit d'une hypoplasie valvulaire avec un anneau qui se présente, très rétréci et avec des cuspides absentes ou rudimentaires, ce qui provoque donc une sténose et un reflux. Le degré d'obstruction est variable et peut s'aggraver au cours de la grossesse. Il existe des formes plus légères, avec une vitesse supérieure à 100 cm par seconde, jusqu'à des formes même critiques ou très sévères, au-delà de 200 cm par seconde, jusqu'à des cas d'atrésie complète de la valve pulmonaire. Par conséquent, l'évolution même de la cardiopathie rend le diagnostic difficile à un stade précoce. Souvent tardif, il survient au troisième trimestre. Un diagnostic précoce au deuxième trimestre est un facteur pronostic plus défavorable, indiquant une forme sténotique sévère, voire critique. À l'échographie, elle se manifeste à la coupe des quatre cavités par une discordance entre la lumière des deux ventricules. La lumière du ventricule droit apparaît réduite, la tricuspide est généralement normale, mais peut parfois présenter une régurgitation qui ne devient significative que dans les formes sévères. L'hypertrophie ventriculaire droite n'est pas évidente, sauf en cas de sténose sévère ou critique. En Doppler du flux, les feuillets pulmonaires sont plus blancs, hyperéchogènes, épaissis, avec une excursion réduite. Ils sont visibles dans la lumière vasculaire tout au long du cycle cardiaque, même en systole ventriculaire, où les valves devraient être ouvertes et invisibles. De plus, on observe cette dilatation post-sténotique sur la coupe entre les trois bases de la trachée. L'application et l'utilisation du Doppler couleur et du Power Doppler sont fondamentales car elles permettent de mettre en évidence ce flux turbulent à travers la valve pulmonaire par échantillonnage au Doppler pulsé. La vitesse dépasse 100 cm par seconde, voire 200 dans les formes les plus sévères. Au niveau du canal artériel, le flux est généralement antérograde, mais dans les cas où il est inversé, donc rétrograde, cela est habituellement indicatif d'un pronostic plus défavorable, en réalité défavorable, et d'une éventuelle progression jusqu'à des formes sévères et critiques. La sténose pulmonaire peut également être associée à d'autres cardiopathies congénitales, notamment l'anomalie d'Epstein, la tétralogie de Fallot à valve hypoplasique et anneau rétréci, ou le ventricule droit à double issue avec déviation des grosses artères. De plus, elle peut être retrouvée dans le cadre de tableaux syndromiques, notamment le syndrome de Noonan, où l'on observe une valve pulmonaire dysplasique, le syndrome d'Alagille et le syndrome de Williams-Buren, dans lesquels la sténose concerne le segment susvalvulaire, plus distal par rapport à la valve. Dans ce cas, lors de l'échographie du deuxième trimestre, l'étude de l'anatomie cardiaque, notamment du flux du côté droit, montre une bifurcation normale de l'artère pulmonaire en ses branches droite et gauche, et une légère dilatation, précisément une ectasie, comme nous l'avons dit précédemment, post-sténotique du vaisseau pulmonaire. En effet, au niveau valvulaire, la valve apparaît hyperéchogène, plus blanche et toujours visible, même pendant la phase de systole ventriculaire, alors qu'elle ne devrait pas l'être. En effectuant un échantillonnage du vaisseau au niveau valvulaire, on observe une vitesse légèrement supérieure à 100 cm par seconde. En appliquant ensuite le Power Doppler, on met en évidence le flux du vaisseau pulmonaire en raison de la présence d'une légère turbulence et d'une vitesse accrue. En passant ensuite à la coupe des quatre cavités, on visualise les deux cavités ventriculaires et, en particulier, le ventricule droit présente une lumière réduite par rapport au gauche. Les veines pulmonaires les sont dans la norme. En appliquant ensuite le Power Doppler, il est encore possible de mettre en évidence cette différence de remplissage entre les deux ventricules, droit et gauche, avec un remplissage réduit du ventricule droit. Ceci est particulièrement évident. De plus, le passage à travers la tricuspide, bien que réduit, ainsi que l'excursion valvulaire atrioventriculaire, apparaissent diminués par rapport à ceux du côté gauche, bien qu'ils soient présents. Cela permet d'exclure dans tous les cas une atrésie tricuspide. En passant à la coupe transversale des quatre cavités, il est possible de mettre en évidence cette excursion normale des valves atrioventriculaires, évidemment beaucoup plus marquée et mobile à gauche qu'à droite. L'axe long gauche est normal.
Nous observons la continuité du septum interventriculaire, donc l'absence de défaut, ce qui exclut également les cas d'association avec la tétralogie de Fallot, ainsi que l'intégrité du septum. Le septum II et le septum 2 sont absolument visibles dans cette coupe. Ici, la tricuspide est mise en évidence, et en particulier l'insertion de la valve qui attire notre attention. La tricuspide présente normalement une insertion plus apicale par rapport à la mitrale, mais dans ce cas, les feuillets septal et postérieurs en particulier, comme nous allons le voir maintenant, en position apicale, il semble être encore plus déplacé vers l'apex cardiaque. L'aspect valvulaire, observé à plusieurs reprises, fait en effet suspecter une association avec l'anomalie d'Epstein, une affection souvent associée à une sténose pulmonaire qui provoque une dysplasie et une dislocation à des degrés variables de la valve tricuspide avec régurgitation consécutive due à une mauvaise continence valvulaire. Lors du prélèvement de la valve mitrale, celle-ci apparaît parfaitement. Continent, au contraire, la valve tricuspide présente une régurgitation pratiquement holosystolique, avec une vitesse dépassant 200 cm par seconde, comme si elle était causée par une insuffisance valvulaire sévère. Une affection de cette ampleur, généralement atypique d'une sténose pulmonaire légère à modérée, est donc probablement due à la présence concomitante d'une anomalie d'Epstein affectant la valve. À la coupe des bases trachéales, l'artère pulmonaire et l'aorte sont situées à gauche de la trachée, mais on observe un flux inversé au niveau du canal artériel. Et cela aussi est un aspect qui représente un facteur indicatif d'une plus grande sévérité de la sténose pulmonaire et d'un pronostic plus défavorable. En observant également en sagittal ce qui correspond à l'arc aortique, à l'arc ductal et à l'artère pulmonaire en particulier, à ce stade, nous voyons toujours un arc ductal qui présente cet aspect inversé, donc avec un flux inversé, ainsi que la présence de l'artère pulmonaire, le fait que celle-ci ne soit pas réduite de calibre ou rompue. Son absence permet d'exclure des pores adénosiques différentiels dans les cas d'atrésie de l'artère pulmonaire. Le reste de l'anatomie apparaît normal, situs solitus, estomac visualisé, vessie normalement pleine et 3 vaisseaux du cordon. Le liquide amniotique, quant à lui, apparaît normal en l'absence de signes d'insuffisance cardiaque. Dans tous les cas de cardiopathie complexe, en particulier en raison de l'association avec des syndromes génétiques, mais aussi en cas de cardiopathie isolée, il est fondamental de demander un conseil génétique, avec réalisation d'une amniosynthèse pour la recherche du karyotype, du RSGH et éventuellement de l'exome. Il est fondamental de pratiquer un suivi échocardiographique avec des échocardiographies répétées afin d'évaluer l'évolution du tableau, en particulier l'augmentation de la vitesse au niveau de la valve pulmonaire, l'aggravation de la régurgitation tricuspide et les cas de dilatation du ventricule droit.